à tous mes petits hobbits, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va parler de mes tops et de mes flops, mais pour changer un petit peu, je vais mettre des catégories, donc vous allez un peu avoir mes tops et mes flops de l'année, mais avec des catégories particulières. Avant de commencer donc mes tops et mes flops, donc mes awards, je préfère prévenir que c'est mon avis personnel, donc là je vais parler vraiment de ce que j'ai ressenti en lisant le livre, donc ne le prenez pas mal, si vous n'êtes pas d'accord n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes par contre d'accord, bah là dites-le également. S'il y a des spoils, hein, surtout prévenez-le dans les commentaires avant d'écrire. Mais voilà, aujourd'hui ça va vraiment être mon avis, surtout ne me tombez pas dessus. Donc je vais donner des awards et des razzies en gros de mes lectures de l'année 2024. Donc on va commencer par le plus beau livre, donc hop. Pour ce prix, je le décerne à Une fenêtre sur les ténèbres, donc de Rachel Gillig aux éditions Sabran, parce que le livre est vraiment magnifique. Donc on a un très très beau jaspage comme ceci. On a des pages de garde aussi qui sont vraiment très très belles. Et puis j'aime énormément donc le livre relié, et je le trouve vraiment magnifique. Donc pour le plus beau livre, Une fenêtre sur les ténèbres. Bonjour toi, bonjour. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Donc maintenant on va passer à la meilleure romance donc, de cette année 2024. Alors là j'ai beaucoup hésité, donc j'ai lu quand même un petit peu de romance. Ça n'a pas été le genre que j'ai le plus lu, mais pour donc décerner ce prix, j'ai choisi donc Love and the Brain de Ali Hazelwood aux éditions Hauteville. J'ai choisi ce bouquin, en fait c'est surtout Ali Hazelwood que j'ai choisi pour cette catégorie. Au final, j'ai beaucoup aimé ces trois romances sur les sciences. Donc il y a Love and the Brain, Love Theoretically et Love Hypothesis. Et parmi les trois, au niveau de la romance vraiment pure et dure, j'ai trouvé que c'était ce couple qui me plaisait le plus en fait. Donc j'ai choisi cette romance-là parce que je trouvais que la relation entre les deux personnages était vraiment la meilleure parmi les trois romans que j'ai lus, puisque celle-ci me semblait vraiment plus naturelle. Dans Love Hypothesis, je n'aimais pas trop cette relation prof-élève. Voilà, je suis pas très friande de ce genre de relation. Donc au niveau de la romance, c'est celui-ci que j'ai préféré. Au niveau de toute l'intrigue qu'il y a autour, je pense que j'ai préféré Love Hypothesis. Et Love Theoretically était un entre-deux en fait pour les deux. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Ensuite, donc pour le meilleur couple, alors là j'ai eu plusieurs possibilités. J'ai beaucoup hésité en fait. Il y en a certains où en ayant lu des tomes 2, ils m'ont un petit peu moins plu. Il y en a d'autres où enfin j'avais toujours des petits trucs à redire. Et donc pour le meilleur couple de cette année 2024, j'ai décidé en fait le retour de Une fenêtre sur les ténèbres. Donc là j'ai pris le tome 2, donc Deux couronnes corrompues de Rachel Gillig avec donc le couple de Ravin et Elspeth. Elspeth, par contre son nom il est vraiment imprononçable, mais voilà, donc j'ai adoré ce couple là, ils sont bien ensemble, je trouve qu'elle est bien construite leur histoire d'amour, il n'y a pas de... J'ai rien à redire en fait sur des manques de communication ou sur ce genre de choses. Donc vraiment c'est celui qui m'a le plus convaincue au niveau des couples cette année. Bon bah ensuite forcément il me faut le pire couple. Alors là j'ai le premier tome, mais c'est une duologie et donc c'est surtout dans le deuxième tome où ils m'ont pas du tout convaincue et où j'ai pas trop aimé. Il est vendu comme étant un vrai couple, et puis là on est sur un livre vraiment très axé sur la romance, c'est vraiment l'intrigue principale du livre, et là pour le coup elle m'a pas du tout convaincue. Alors dans le premier tome, si, dans le premier tome j'ai été un petit peu entraînée dedans, ça allait, j'aimais bien les personnages, alors dans le deuxième par contre j'ai vraiment pas du tout aimé, et donc je parle de Perfect Match, et donc de The Perfect Love aussi, de Lila Mars aux éditions HarperCollins. C'est une duologie, ça c'est le premier. J'ai pas en physique le deuxième, je l'ai écouté en version audio, donc en livre audio. Alors donc dans le premier, je trouve que ça va, le couple est plutôt bien, on y croit quand même, j'aime bien les personnages. Par contre arrivé dans le tome 2, là il y a beaucoup de mensonges entre les deux, il y a beaucoup de tensions et il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'excuses des deux côtés. Les deux côtés se tirent dans les pattes, ils se mentent, ils se disputent, ils s'en veulent sur plein de choses, et en fait à chaque fois il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de communication derrière, c'est juste bon bah leur amour est plus fort que leur dispute et c'est tout. Et ça j'avoue que je suis pas fan dans mes lectures, notamment de romance. Donc ça m'a un peu... voilà, dans cette duologie j'ai pas trop aimé.
Le couple, je l'ai trouvé un chouï toxique, j'avoue. Et donc voilà, je n'ai pas accroché à ce couple. Ensuite, petit coup de thé d'abord. Et donc ensuite, la prochaine catégorie, ça va être la meilleure intrigue donc, de cette année 2024. Donc c'est le roman avec une bonne intrigue. J'avoue que là c'est pareil, j'ai eu beaucoup de romans qui pouvaient rentrer dans cette catégorie. Donc j'ai choisi notamment un livre qui finit sur un bon cliffhanger, sur quelque chose que je n'avais pas vu venir et que j'ai trouvé très bien amené. Et notamment sur un livre qui a quand même pas mal d'action, il y a pas mal de rebondissements, il se passe vraiment pas mal de choses dedans. J'ai choisi de décerner cet award à Les couronnes de Nyaxia. C'est Le serpent et le descendant de la nuit de Carissa Broadbent aux éditions Lost Kingdom. Donc là on va parler de l'intrigue, donc je vais quand même un petit peu vous expliquer ce qui se passe. Donc c'est un monde avec des vampires et notamment des familles de vampires, des clans de vampires. Et on suit Oraya qui est une humaine et qui a été adoptée par le roi des vampires, le roi de clan. Et il s'avère qu'elle va se présenter à une compétition donc avec que des vampires pour obtenir un vœu de la déesse de la mort qui s'appelle Nyaxia justement. Et donc il y a toutes ces épreuves, il y a toute une histoire aussi d'amour forcément, parce que c'est de la romantésie. On est dans un univers qui est quand même assez violent, qui est meurtrier, et donc j'ai beaucoup aimé, c'était un page turner pour moi. Alors c'est une grosse brique, hein, mine de rien, vous voyez, je crois qu'il fait 700... Non, il fait un peu moins de 700 pages. Il fait un peu moins de 700 pages, mais voilà, il est quand même assez conséquent. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'on est vraiment happé dedans, on n'a pas envie de s'arrêter quand on commence. Et à la fin, vraiment, il y a gros retournement de situation que je n'ai pas vu venir. Et donc c'est pour ça que je décerne la meilleure intrigue à ce roman. Et donc après la meilleure intrigue de cette année, il y a la pire intrigue cette année. Alors, donc quand je dis pire intrigue, c'est peut-être celle qui m'a laissé le moins de surprises, celle où je m'attendais un petit peu à chaque événement, où voilà, il s'est pas passé grand chose et je me suis un petit peu ennuyée quand même. Et donc pour ça, désolée pour ceux qui ont adoré, parce que je sais que ça a été quand même un livre plutôt aimé, mais j'ai décidé de mettre Phobos, le tome 1, donc de Victor Dixon. Alors, pourquoi je le mets là? Parce que j'ai pas détesté, hein, j'ai vraiment bien aimé ce roman. Mais je trouve que l'histoire est un petit peu prévisible, voilà, on sait ce qui va se passer. Moi j'avoue que quand j'ai eu la présentation déjà des hommes, je savais déjà avec qui il y allait avoir une romance en fait, et je sais avec qui elle allait terminer dès le début. J'ai pas trop été surprise par ça. Et puis c'est au niveau de comment sont amenées les choses que j'ai pas trop apprécié, dans le sens où il y a rien qui m'a vraiment surprise au cours de cette lecture. Puisque dès le début, je trouve que les dialogues vont vraiment tout nous révéler dès le début. Je les trouve même peu naturels, les dialogues entre les organisateurs du jeu. Parce que je trouve qu'on nous explique vraiment très clairement ce qui va se passer. Et donc on n'a pas cette surprise. J'aurais préféré qu'ils ne disent rien, qu'on les voit travailler un petit peu dans l'ombre et qu'on comprenne de nous-mêmes ce qui peut arriver en fait à nos personnages, plutôt que voilà, ces discussions qui paraissent très peu naturelles, où vraiment ils expliquent tout clairement. C'est ce qui m'a un peu déçue en fait dans ce roman. Et donc je trouve que pour ce tome 1, j'ai pas eu de surprise. C'est ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Ensuite, la prochaine catégorie, ça va être le meilleur vilain. Donc là, c'est un petit peu le personnage que j'ai aimé détester. Je le portais pas forcément dans mon cœur, mais en même temps, j'avais toujours envie de le voir. Et donc pour ça, j'ai choisi de mettre donc le prince Cardan. Et donc là, comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires, donc de Holly Black aux éditions Rajo. Le prince Cardan qui est présent dans toute la trilogie du prince cruel, et donc dans ce livre-là qui est plus centré sur lui. Donc ça c'est un livre illustré, donc il y a vraiment des très jolies images dedans, des très jolies illustrations. C'est le personnage principal du prince cruel, et moi je l'adore. Donc au tout début on le déteste quand même, mine de rien, puisqu'il est vraiment juste méchant, il est vraiment cruel comme son nom l'indique. Il harcèle notre personnage principal. Il n'y a pas une once de sympathie chez lui au tout début, mais en même temps j'avais toujours envie de le voir, j'étais toujours intriguée par ce personnage, je voulais en apprendre plus sur lui. Voilà, je trouve que c'est un personnage complexe que j'apprécie énormément, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans la catégorie du meilleur vilain de cette année 2024. On en arrive donc à la catégorie du personnage
préféré pour cette catégorie, j'ai choisi Wendell. Wendell Bumblebee, je sais pas si ça se dit comme ça, Bumblebee, Wendell. Donc Wendell, donc de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, des heures Fawcett aux éditions Sabran. J'ai adoré ce personnage, il est excentrique, il est haut en couleur, il est un peu princesse sur les bords, il est un petit peu précieux quoi. J'ai adoré son caractère, j'ai adoré le voir, j'ai adoré entendre ce qu'il avait à dire et puis toute la partie où il reprend le journal et j'ai adoré, il me fait mourir de rire et en même temps je le trouve vraiment très très attachant et j'aime bien ce couple et notamment j'aime énormément Wendell. Donc voilà pour moi mon personnage préféré cette année. Alors il y en a eu beaucoup des personnages que j'ai aimés mais lui notamment je l'ai vraiment apprécié. Et pour la prochaine catégorie, donc là ça va être le pire personnage principal. Donc là c'est le personnage principal en fait du livre. C'est un personnage, en fait tout le livre est autour de son point de vue et je l'ai trouvé insupportable. Vraiment heureusement que le livre est assez court parce que je n'en pouvais plus de... Je la trouvais hautaine, je la trouvais vraiment un but d'elle-même, elle était égocentrique, elle est égoïste, vraiment tout ce qu'il faut et tout ce que je déteste. Et donc c'est Edeline. Donc dans le tome 4 de la sélection. Donc l'héritière, donc de Kiera Cass aux éditions PKJ. Le tome 1, 2, 3 est donc sur la première génération on va dire, et donc là c'est la deuxième génération, donc c'est la nouvelle princesse Edeline. Et elle m'énerve, vraiment elle m'énerve, je la trouve détestable. Elle est vraiment hautaine, elle est égoïste, elle est égocentrique. Je trouve que... Enfin, c'était vraiment compliqué pour moi d'être dans sa tête et j'en pouvais plus. Vraiment, c'était très compliqué. Heureusement, il y avait que... quand même 450 pages, j'ai quand même tenu. Mais bon, c'est écrit gros, c'est un format poche et qui est vraiment écrit gros. Mais voilà, j'ai pas trop aimé ce livre notamment, et puis encore moins donc ce personnage. Voilà. Ensuite donc dans la catégorie Page Turner, donc là c'est le livre où je l'ai commencé et j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter, c'est-à-dire que j'ai vraiment voulu tout lire d'un coup, donc j'aurais pu mettre la Ali Hazelwood là-dedans, mais après c'est les romances en règle générale, j'avoue que les romances j'ai tendance à vouloir les lire assez rapidement, ça se lit vraiment très vite je trouve, mais là c'est un livre de fantasy que j'ai voulu mettre dedans, et donc j'ai choisi, je pense beaucoup vont être d'accord avec moi, Le Pont des Tempêtes, donc de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Donc c'est un livre que j'ai trouvé très addictif. Alors il est pas très long, il me semble qu'il doit y avoir 350 pages, non 400 pages. Il y a 400 pages donc il est pas très long non plus. Mais qu'est-ce qu'il est addictif. C'est-à-dire que dès qu'on commence on a envie d'avoir tout de suite la suite. Il y a énormément d'action quand même dedans. Et puis la plume de Daniel L. Jensen se lit très facilement. Enfin je veux dire c'est très fluide, on comprend très bien. Même les scènes d'action je les trouve très fluides. Et vraiment ça se lit très facilement et ça se lit très rapidement aussi. Donc j'ai beaucoup aimé cette saga. Alors le 1 et le 2 plus que le 3 je trouve. Mais mon préféré reste le 1. On a vraiment la description de l'univers, on comprend vraiment bien les enjeux politiques et tout ça. Alors après le seul reproche que je pourrais faire à ce livre, c'est que je trouve que... autant on a l'impression d'être dans un univers dangereux, mais en même temps j'ai l'impression que rien ne peut lui arriver. C'est-à-dire qu'à des moments j'ai l'impression qu'elle a la jambe cassée, mais qu'elle continue à courir pour pour grossir le trait. C'est juste ça que je trouve un petit peu... voilà. Et la romance est assez facile. Donc voilà pour mon Page Turner de cette année. Et ensuite à contrario, donc le livre que j'ai eu le plus de peine à terminer, puisque je l'ai terminé, mais vraiment ça a été compliqué, j'ai lu plusieurs livres en même temps, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage et à vraiment plonger dedans. Et donc pour cette catégorie, j'ai choisi Penelope Renditak de Claire North aux éditions Hauteville. Donc j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce livre. Autant c'est décrit d'une manière qui est quand même très réaliste, je trouve qu'on est sur une plume qui est quand même sympa à lire. Enfin, j'ai trouvé l'intrigue un petit peu molle, il se passe pas grand chose. Les personnages sont dépeints vraiment comme étant assez pathétiques. Quand je lis un roman en fait, il faut que je sois happée par les personnages. Sinon j'ai un peu de mal à suivre, j'ai un peu de mal à vraiment rentrer dedans, et là ça a été le problème, c'est que
Il n'y a pas de personnage que j'ai trouvé marquant. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans et l'intrigue m'a pas parlé en fait. J'ai pas accroché. J'ai eu beaucoup de mal à le finir. Donc voilà. Ensuite, dans la catégorie du meilleur univers, bon bah là, je ne pouvais pas mettre quelqu'un d'autre. Et donc là, je parle de l'univers autour du Trône de Fer, donc de George R.R. Martin. Donc là, c'est Feu et Sang, l'intégrale aux éditions Pygmalion. Donc l'objet livré déjà, il est très beau. Alors, il pèse par contre parce que c'est des pages qui sont un petit peu plus glacées en fait que les autres pages et donc elles sont un peu plus lourdes. Il y a 900, presque 1000 pages en fait dedans. Dans ce roman, l'univers est dingue. Il est écrit comme une chronique, donc on a l'impression de lire un livre d'histoire où on nous relate les faits en fait étape par étape, mais c'est incroyable l'univers qu'il a réussi à construire. Donc on a, déjà je parle même pas des cartes, on a aussi un arbre généalogique des Targaryens, comme ceci. Enfin c'est vraiment un livre qui est très très complet et je suis vraiment tombée dedans, enfin je l'ai trouvé vraiment très très addictif, il se lit très bien. Là, on a l'impression de plonger en fait dans cette histoire et je vais me remettre un petit peu de feu. Je sais pas quoi dire d'autre, mais à part que j'ai adoré et que j'adore cet univers. Et donc là, je me refais les intégrales. J'ai déjà fait l'intégrale 1 et donc je vais passer à l'intégrale 2. Donc voilà. Alors la catégorie suivante, c'est le livre qui m'a fait pleurer. Alors, je pleure pas en lisant des livres. Il n'y a aucun moment où j'arrive à pleurer devant un livre, même si c'est très très émouvant, et je l'admets que c'est émouvant, mais je n'ai pas la larme facile, quoi. Mais il y a un livre où vraiment, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, mais c'est... Enfin, j'ai failli pleurer, j'étais vraiment prise dedans. Ce livre, c'est Red Rising de Pierce Brown. Aux éditions Hachette. Donc alors là vraiment, et en plus c'est vers le début, je pense que c'est vers les 100 premières pages où il a failli me faire pleurer, j'étais vraiment prise dedans. Je trouve ce livre incroyable, il est très très bien ce premier tome. Donc on est dans une dystopie où les gens sont catégorisés on va dire par couleur et notamment il y a les rouges qui sont les plus en bas de l'échelle sociale et donc eux ils sont dans une mine. Ils sont dans des souterrains en fait et ils ont une vie qui est très compliquée. Et donc on suit l'histoire de Darrow qui va subir pas mal au début du roman et en fait après il va subir en fait des opérations pour devenir un or. Donc là, or qui est le haut de la société et il va rentrer dans un jeu où il va devoir passer des épreuves, il va devoir réussir des épreuves pour pouvoir en fait s'intégrer aux Ors et pour pouvoir renverser en fait toute cette société. Et alors au tout début vraiment j'ai failli pleurer quoi parce que vraiment il subit énormément de choses notre pauvre Darrow, il n'a pas une vie facile et c'était vraiment très très émouvant. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Mais par contre, ma plus grosse déception de cette année 2024. Et donc c'est une déception notamment parce que en fait je l'ai pas terminé, je l'ai abandonné ce livre. C'est le seul livre que j'ai abandonné cette année. C'est Morning Star et donc c'est le tome 3 de Red Rising. Donc toujours de Pierce Brown aux éditions Hachette. Et alors là ça a été la décadence parce que Red Rising, autant ça a été un de mes favoris, vraiment ça a été un coup de cœur, je l'ai vraiment adoré. J'ai directement enchaîné avec Golden Sun, donc le tome 2, et j'ai trouvé que vraiment le tome 1 et le tome 2 étaient vraiment très très différents. C'est-à-dire que dans le tome 1, on nous explique vraiment bien, on nous pose bien le décor, on est dans nos épreuves, donc on est happé par ça, on est vraiment en fait dans un genre de huis clos au final. Et dans le 2, je trouve que là, d'un coup, c'est plus du tout la même ambiance. On est dans quelque chose qui est vraiment très futuriste. Il y a des termes que je ne comprenais pas tellement. C'était beaucoup moins bien expliqué, que l'intrigue était beaucoup moins... On la comprenait beaucoup moins, je trouve. Et j'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer dedans. Et alors là, c'était la suite encore. Et alors là, c'était terrible. Je peinais à lire. Je me suis arrêtée à la page 263 sur 530. C'était dur et je comprenais plus trop les enjeux. Je trouvais que c'était un peu long. Alors il se passe des choses, mais en même temps, j'ai plus de mal à m'attacher au personnage. Alors que j'étais déjà attachée au personnage, mais là je les trouve... Enfin, je sais pas.
j'ai eu beaucoup plus de mal en fait à rentrer dedans. Donc peut-être qu'il faudrait que je refasse une relecture pour voir, mais en tout cas au moment où je l'ai lu j'ai été vraiment très déçue et j'étais plus du tout dedans. Donc voilà. On va finir avec la plus grosse surprise donc, de cette année 2024, donc un livre que j'ai commencé à lire en me disant bon bah, ça va être assez sympa et qui en fait m'a à peu près mis une claque, hein, que j'ai trouvé vraiment très bien, que j'ai adoré. Ce livre c'est Noblesse oblige de Maïwenn Alix aux éditions Slalom. Donc déjà il est très joli en vrai. Il y a un très joli jaspage, je le trouve très sympa. Et il est pas très long, il fait presque 400 pages et j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien. Donc on est sur une uchronie. Si la Révolution française n'avait pas eu lieu, si elle n'avait pas abouti et qu'on était toujours dans une monarchie. Et il y a une histoire de télé-réalité dedans pour que les hommes de la haute société réussissent à trouver une femme parmi les gens du peuple. Elles sont choisies par rapport à différents critères pour pouvoir épouser donc, des hommes de la haute société. Et vraiment j'ai trouvé très bien, j'avais peur que ce soit vraiment porté sur la romance et en fait non. Il y a de gros enjeux mine de rien, c'est assez bien expliqué. Il se lit très vite, très facilement, il y a beaucoup d'action. Ma maman trouvait qu'il y avait des longueurs, enfin elle a pas trop aimé, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc moi je vous le conseille vraiment fortement. En fait je m'attendais pas à ça quand je l'ai commencé, je m'attendais à quelque chose qui ressemblait plus à La Sélection, qui était vraiment axé romance, et au final non, il y a beaucoup d'enjeux politiques, il y a une grosse intrigue, il y a du danger, tout ça, tout ce que j'aime, donc je l'ai trouvé vraiment très bien et je vous le conseille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu mes petits hobbits et je vous retrouverai très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!